Dernière ligne droite sur Europe 1 et sur CNews pour votre punchline week-end. Nous sommes toujours avec Véronique Jacquier, François Coq, Louis de Ragnel, Ben Kemoun et Béatrice Bougère, secrétaire générale de l'unité magistrat, est avec nous, sans oublier Paul Amar qui est également avec nous. On va parler de Marseille, si vous le voulez bien, Béatrice Bougère, avec ce que nous commentions au cours de cette émission, avec cet influenceur Amine Kessassi qui a vu son deuxième petit frère abattu. Il semblerait qu'il y ait en toile de fond, encore une fois, le narcotrafic qui sévit à Marseille. Il faut rappeler qu'en 2020, il avait déjà perdu un frère dans des conditions horribles. Pour le moment, il faut que l'enquête se fasse. On a des petits doutes. Peut-être que c'était Amine Kessassi qui était visé. Quel est votre sentiment ? On a le sentiment qu'on a encore passé un cap, on l'évoquait tout à l'heure notamment avec Louis de Ragnel et Frédéric Ploquin qui était notre invité. Oui, alors on peut avoir le sentiment d'avoir passé un cap. Ceci dit, des fusillades à Marseille, c'est pas la première. Il y en a pas qu'à Marseille d'ailleurs, et je pense qu'on va continuer à passer des caps parce que aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a des territoires qui sont en passe de basculer sous une loi qui est celle des narcotrafics en fait, qui est une loi. C'est pas des territoires sans loi, hein, c'est des territoires avec d'autres lois. Et ces lois, elles sont terribles parce qu'elles sont des lois des criminels, c'est-à-dire vous êtes dans un camp, vous êtes plus dans un camp, vous avez trahi, et eux ne s'embarrassent pas de procédures puisque c'est sur la terreur qu'ils assoient évidemment leur autorité et leur puissance. Je pense qu'on a intérêt de plus en plus à regarder l'exemple italien qui ont connu ça et à s'inspirer encore plus de ce qu'ils ont fait en termes de lutte contre la mafia et contre la criminalité organisée. Alors on a de la chance, et je le dis, d'avoir un garde des Sceaux qui prend la mesure des choses, qui s'occupe beaucoup des prisons, parce que la question c'est même pas de les arrêter puisqu'ils continuent aussi en prison. Donc la prison doit redevenir un lieu de sécurité, d'abord pour les personnels mais aussi pour éviter la continuation du crime et surtout montrer que l'État est fort et n'est pas impuissant, parce que nous on fait des procédures qui sont extrêmement longues, difficiles, et les prisons, à mon avis, sont un bon point d'entrée. On a un nouveau corps législatif, enfin une nouvelle loi qui vient d'être votée, dont on ne voit pas encore les effets. La problématique aujourd'hui, c'est pas tellement, je crois, la loi, même si on peut toujours continuer à l'améliorer, c'est vraiment les moyens sur les enquêtes. On a un problème avec la police judiciaire, dont je rappelle quand même qu'elle a fait l'objet d'une réforme qui a fait grincer des dents. Les enquêtes sont très longues, on n'a pas assez d'OPJ. Moi, je visite beaucoup de juridictions en ce moment. Ce qu'on appelle les chambres d'instruction, en fait, sont embolisées par des procédures pour faire sortir les détenus, c'est-à-dire ces profils-là. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le seul enjeu, c'est de ne plus être détenu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous n'avons plus les capacités de juger ces personnes-là dans des temps qui soient des temps utiles, j'allais dire, pour lutter contre le narcotrafic. Donc il va falloir qu'on change de grille de lecture et qu'on se réorganise, y compris au sein de la magistrature. C'est-à-dire que c'est bien les lois, mais ça ne suffira pas. Il va falloir avoir même une stratégie d'organisation. Alors là, on va souffler un peu, mais ce qu'on appelle, nous, les évasions judiciaires, avec d'ailleurs parfois des complicités dans les détentions et autres, puisque vous le savez que la matrice numéro 1 de ces organisations criminelles, c'est la corruption. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Et puis, de l'autre versant, il va falloir se poser maintenant la question des consommateurs qui finalement ne risquent pas grand-chose. On l'évoquait tout à l'heure, oui. Et le dernier versant, qui est le versant que je crois que mon voisin aussi a évoqué, puisque je l'ai écouté en vous attendant. Béatrice Bougère a écouté Louis de Ragnel. Vous êtes très honoré, Louis de Ragnel. C'est aussi les pays qui nous inondent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la France fait partie de ces pays qui sont totalement inondés, notamment par la cocaïne, qui est une drogue extrêmement grave, mais pas que. Et il va falloir aussi travailler sur tout ce qui est international, diplomatique. Alors, je ne veux pas ouvrir d'autres dossiers qui sont aussi des dossiers parfois un peu douloureux, mais il n'y aura pas que la justice. C'est-à-dire que c'est une guerre, en vrai, qu'il va falloir mener sur tous les fronts, dont nous sommes un élément évidemment important, mais pas le seul.
Ce que disait Paul Amar tout à l'heure et Louis de Ragnel également, c'est qu'aujourd'hui, tu déranges, tu es exécuté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de préliminaire, si je puis me permettre, pardonnez-moi pour l'expression. Avant, il y avait des avertissements. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, alors, objectivement, moi j'ai fait beaucoup de criminalité organisée il y a quelques années, ça a déjà été le cas. Le problème, c'est la quantité aujourd'hui et la visibilité. C'est-à-dire que là, on est passé sur, en effet, un autre cap où c'est surtout des très jeunes, d'ailleurs, des très jeunes, qui sont capables d'exécuter sans âme et sans conscience pour quelques je vais dire, euros ou autres crypto-monnaies. Et donc, on a une masse de personnes potentiellement qui peuvent, en effet, d'ailleurs, Europol avait fait une analyse très intéressante là-dessus, parce qu'ils sont même recrutés sans les connaître sur des réseaux. C'est-à-dire qu'on va chercher, on se rend compte une fois, on donne la cible, etc. C'est plutôt angoissant. Donc ça va même au-delà, j'allais dire, que simplement des organisations criminelles. Donc oui, on est rentré dans un autre monde. Oui, il va falloir s'adapter. Oui, on a pris du retard. Beaucoup de retard et on est en échec. Donc on peut faire des lois, on peut dire que c'est horrible. Il faut aussi analyser les causes pour améliorer le système, rattraper ce retard et... Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Je suis volontairement provocateur. Pour les hommes courageux et de bonne volonté, il n'est jamais trop tard. Oui, c'est une réponse. Oui. Merci pour votre réponse, Béatrice Bougère. Merci pour votre réponse. Je suis totalement désespéré. Non, pas du tout. Non, parce que sinon, je ne ferais pas ce que je fais. Nous, par exemple, notre syndicat porte depuis longtemps des réformes. On voit qu'elles commencent à se mettre en place. Donc, on en est plutôt content, y compris sur ce qu'on appelle les quartiers de haute sécurité. Mais même chez nous, vous avez des résistances idéologiques qui sont assez étonnantes par rapport à la situation. Donc, il faut changer de grille de lecture et puis s'adapter en effet à une autre manière de travailler. Sans doute peut-être aussi revoir notre application des peines. Sinon, à un moment, oui, il sera trop tard. Un témoignage également, la maman de Mathis. Vous vous souvenez, Mathis, donc victime d'un chauffard à Lille, on en a beaucoup parlé. Et écoutez ce qu'elle déclarait chez notre consoeur Christine Kelly. Et vous allez réagir juste après. On rentre maintenant dans le besoin de faire justice et à ce que Mathis soit pas mort pour rien, que les choses changent, de faire prendre conscience à toutes les personnes qui vont agir pour donner des peines, que ces peines, elles peuvent pas être des peines avec des sursis, qu'on peut pas laisser des gens récidivistes en liberté. Et en fait, aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas un troisième Mathis, parce qu'il y en a déjà eu beaucoup trop, et que nous, il est trop tard. Il est trop tard pour la maman de Mathis. Ce qu'on voit, ce qu'on note, c'est que maintenant les parents des victimes s'expriment, ce qui n'était pas le cas, foncièrement le cas il y a quelques années, et qu'elles disent les choses. Moi, en écoutant, ce que je retiens, en effet, et je trouve ça formidable, c'est faut avoir le courage de le faire. C'est que vous donniez déjà la parole à ces victimes qui étaient vraiment pour le coup invisibilisées, que ces victimes osent prendre la parole aussi, dans une espèce d'idée que eux, ils ont perdu, mais ils pensent déjà aux autres, ce qui est quand même extraordinaire comme démarche. Et ils se disent, la situation est tellement grave qu'il y a d'autres victimes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant comme posture. Je pense que nous, on doit les entendre davantage. La deuxième chose, elle met le doigt, cette personne, cette mère d'ailleurs, excusez-moi, mais sur ce que nous, on critique, et vous le savez, puisque vous m'avez déjà invité là-dessus, sur l'application des peines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un des seuls pays à être arrivé à un système tel de dénaturation de la peine prononcée lors de l'aménagement de peine. C'est pas qu'on est contre les aménagements de peine, c'est qu'aujourd'hui, les parties civiles et les victimes ne comprennent pas que la peine qui a été prononcée peut être dans le secret d'une procédure complexe et longue, être à ce point modifiée, voire dénaturée. Et nous, on est allé très loin dans ce qu'on appelle l'aménagement de peine. Il faut revenir à plus de justice. D'abord, c'est ça l'autorité de la justice, c'est aussi l'autorité de la décision qui a été prononcée. Si déjà vous atteignez cette autorité, ne vous plaignez pas qu'il n'y ait plus d'autorité de la justice. Donc, quand on appelle l'autorité de la chose jugée, c'est un concept un peu technique, mais qui est très intéressant. Quand un magistrat prononce une peine, on appelle ça l'autorité de la chose jugée. Si derrière, il y a tout un système
de démantèlement, détricotage, voire dénaturation de la peine, évidemment, personne ne s'y retrouve. Ça, c'est la première chose. Et enfin, moi, je soutiens le projet de loi qui est porté par le ministre actuel, qui revient justement là-dessus, qui revient sur cette idée qu'un sursis, oui, mais pas 50 sursis. Une peine prononcée, lisible, efficace. Arrêtons ce maquis où on ne comprend rien. Revenons à un peu de rationalité et d'efficacité. C'est pas une question d'être répressif, c'est une question de sens, de compréhension de la sanction. Et on le doit déjà aux victimes qui ont été éprouvées par la justice, et on le doit également pour améliorer notre système et pour d'autres victimes potentielles. Paul Amar. Expertise remarquable de lucidité, et vraiment, et de courage et de précision. Et donc, si je vous entends bien, on vous a écouté religieusement, on est revenu au temps des tribus. Voilà. Il y a une tribu de narcotrafiquants qui s'installe, qui délimite son territoire, qui impose sa loi et qui écarte les gêneurs ou les lanceurs d'alerte, comme disait Olivier tout à l'heure. Elle a même une succursale en prison. Il y a une tribu islamiste qu'on appelle les frères musulmans qui s'installe dans certaines cités et qui impose sa loi. Et tout cela dans notre République une et indivisible, dans notre état de droit. Je joue à peine sur les mots. L'état de droit devra peut-être un jour s'appeler l'état de devoir. Allez, pour terminer, à moins que vous vouliez répondre rapidement, Béatrice Bougère. Non, ça me fait penser en vous écoutant et j'invite tout le monde à lire ça, c'est l'analyse du sociologue Maffezoli qui explique ce que c'est que la post-modernité. C'est exactement ça. C'est le retour des tribus, c'est la fin de l'individualisme, et dans ce fin d'un monde et d'un cycle, en fait, qui n'est pas la fin du monde, mais qui est la fin, j'allais dire, peut-être de notre modernité, eh bien, il y a de la violence. Parce qu'il y a justement, il y a du frottement et en fait, on n'est plus du tout sur les mêmes valeurs. C'est-à-dire que les valeurs d'individualisme aujourd'hui ne fonctionnent plus et on revient sur les bandes, sur les clans, sur les tribus, sur la communauté, sur le communautarisme, etc. Voilà, excusez-moi, mais... Merci d'être venu nous voir en tous les cas, Béatrice Bougère. C'est toujours un bonheur d'échanger avec